Chers web téléspectateurs, je vous salue selon le temps avec lequel vous me prenez en marche. Rogers Donalquet de l'Association africaine de la diaspora AFCAD. Cet après-midi du 26 mai 2017 à Radio Emilia, je suis avec M. Massengo Mbongolo. Massengo Mbongolo est le président fondateur de l'association Malakima Congo, auteur d'un livre, Le vaudou haïtien vu avec les yeux d'un Congo d'Afrique. Massengo Mbongolo œuvre aussi pour la finance éthique alternative. Cet après-midi, il voudrait bien parler d'Haïti. Soyez bienvenu, M. Massengo. Massengo. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à toute l'Afrique, bonjour à Haïti. Vous êtes président de Malakima Congo, vous avez fait plusieurs voyages en Haïti. Aujourd'hui, vous êtes là pour parler d'Haïti. Je voudrais que vous vous présentiez mieux aux téléspectateurs avant que nous entrions dans le vif de notre sujet. Mais évidemment, il faut dire que cela fait depuis 2002, je vais en Haïti. Je suis allé presque une fois les 2 ans en Haïti. Et nous travaillons déjà avec les amis de la Guadeloupe, le Capesterre Bel-Eau, la famille Massembo, les Benzo et les autres, depuis 1994, quand ils sont venus au Congo à la recherche de leurs racines. Ils sont venus participer au festival Malakima Congo. Depuis 2002, nous travaillons en Haïti, nous faisons la promotion des racines de la culture africaine en Haïti. Et en 2014, nous avons été reçus une fois de plus par le pape, le Ati Max Beauvois, le maître du vaudou haïtien, qui nous a dit, qui nous a laissé un message, qui nous a donné un message pour l'Afrique, un message pour le monde noir. Donc nous sommes là pour développer ce message aujourd'hui. Oui, parce que 13 mois après, il nous a quittés. Et c'est maintenant qu'on essaie de réévaluer tout ce qu'il nous a dit. Et nous pensons mettre tout cela à la dimension de l'Afrique au travers d'un livre que nous pensons écrire, intitulé « Sur les traces Congo en Haïti, : Testament de Ati Max Beauvois ». Voilà. Je vous remercie. Vous êtes congolais, je veux parler du Congo-Brazzaville. Mais tous vos écrits, tout ce que vous faites, ça parle de Haïti, qui est un pays de l'Amérique centrale. Je voudrais savoir un peu comment sont vos liaisons et pour quelles raisons exactement vous avez choisi Haïti. En fait, je n'ai pas choisi Haïti, c'est beaucoup plus Haïti qui m'a choisi. Parce que 6 ans après avoir reçu au Congo les Guadeloupéens, les Congos de Guadeloupe, on avait pensé aller rendre la monnaie aux Guadeloupéens. Malheureusement, je me trouvais en France en 2002 et mon billet qui tirait déjà sur une année, donc, et il était presque en fin de validité, il fallait donc que je l'utilise. Je devais donc aller en Guadeloupe. Malheureusement, on m'a fait comprendre que pour aller en Guadeloupe, il fallait un visa. Et qu'il fallait que je le prenne en Haïti, en Italie où je vivais. Je suis venu en Italie, malheureusement en Italie, on me dit, c'était un jour férié pour le consulat de Milan. J'avais un ami en Haïti qui m'a conseillé d'aller de ce côté-là. Et à l'ambassade de Haïti, on m'a dit que vous voulez aller en Haïti, mais personne ne va en Haïti. Je dis, mais si personne ne va en Haïti, il faut que quelqu'un commence. On m'a dit, non, mais il y a la pauvreté en Haïti. Je dis, mais dites donc que la pauvreté est noire, madame. Vous voyez ma peau? Elle est noire. Donc je connais ma pauvreté. Il y a l'insécurité en Haïti. Je dis, oh, et vous n'avez pas vu mon passeport? Mon passeport, il est congolais. Et vous savez qu'au Congo, il y a une guerre ethnique, qu'on dit être ethnique,
alors qu'elle se fait avec des moyens modernes, des hélicos de combat. On est en train de bombarder maintenant. Donc à partir de là, on m'a donné le visa. Je suis allé en Haïti. Et là-bas, la première des paroles que j'ai entendues, c'est que Haïti était une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. C'était vraiment l'Afrique. Nous allons revenir sur cela. Haïti est une Afrique en miniature, à la dérive sur l'Atlantique. Nous allons revenir dessus. Mais je voudrais savoir exactement qu'est-ce que vous alliez chercher ou bien qu'est-ce que vous recherchiez en voulant aller en Guadeloupe et puis finalement le vent du voyage vous a dirigé en Haïti. La première des choses, c'est que je suis responsable d'un festival qu'on appelle Manakima Congo. Manakima Congo est une idée née, une idée qui vient de mon grand-père, Zunga Mvwana, qui était en prison avec André Grenard Matsua à Mayama. 8 ans après, quand il est sorti de prison, tout chez lui était saccagé, ses maisons étaient détruites, ses fermes, ses jardins, tout n'existait plus. Il était agonisant, il a dit à mon père que je n'ai plus rien, je ne laisserai plus rien à mes petits-fils, ça me fait très mal. Mais il faut seulement dire aux petits-fils de mes petits-fils ce que les parents de leurs parents ont vécu. C'est ce que papa n'a pas cessé de répéter à ses enfants. Moi, je suis accroché à cette parole-là, sachant que de l'autre côté de l'Amérique, il y avait des Congos qui sont partis. Donc j'avais le devoir d'aller de l'autre côté pour dire, non seulement pour rendre la monnaie aux Guadeloupéens qui avaient participé au festival Manakima Congo, mais aussi pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Faire passer le message de votre grand-père. Voilà. Ok. Pourquoi vous nous expliquer alors, dans ce sens-là, les similitudes, surtout culturelles, entre Haïti et le Congo? Il faut dire que quand je me trouve en Haïti, à Port-au-Prince ou je ne sais où, j'ai l'impression d'être à Brazzaville, j'ai l'impression d'être à Kinshasa, j'ai l'impression d'être au Congo. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes au plan humain. C'est presque le même peuple. Et il faut dire qu'en 2002, le directeur du musée de l'art haïtien, le professeur Philippe Le Rebourg, m'avait dit dans son bureau que, suivant les archives, la population haïtienne est peuplée de 75% des gens originaires des terres Congo. Quand je dis terres Congo, il faut aller depuis le Gabon jusqu'au Kenya et l'Afrique du Sud. C'est toute cette partie-là. C'est ça qu'on appelle les terres Congo. Bon. Et dernièrement, en 2014, le roi, je peux dire, le maître de Haïti, le maître du vaudou haïtien, Max Beauvoir, il m'a dit que ce que M. Le Rebourg vous avait dit, il faut le voir à la hausse, parce que lui, il n'est pas du vaudou. Moi qui suis M. Beauvoir, qui est du monde du vaudou, il dit c'est plus que ça. Alors ça m'a beaucoup interpellé. Vous trouverez, et il a dit, il est allé plus loin, il a dit que même les techniques de combat, les modèles haïtiens sont des modèles Congo. Il allait plus loin dans les échanges que nous avons eus. Qu'est-ce que vous voulez? Haïti, c'est le Congo, Haïti, c'est l'Afrique. Qui est exactement Ati Max Beauvoir et quelle différence y a-t-il entre Congo écrit avec K et Congo écrit avec C? Ben, Ati Max Beauvoir... Parce que cela s'observe dans vos écrits. Oui, évidemment. Le Congo avec C nous a été apporté par les Français après la colonisation. Mais notre Congo, il s'écrit avec K, simplement parce que les lettres ont leur dynamique. Le K, quand vous jouez les jeux de cartes, le K, c'est le roi. Et ce Congo-là s'écrit avec K.
Congo en lui-même veut dire amour, paix, fraternité, unité, loyauté, royauté, divinité. C'est ça la signification du mot Congo. Et nous ne reconnaissons pas trop dans le Congo avec ce qui semble être un Congo dominé par les colons et le reste. Maintenant, pour revenir à Ati Max Beauvoir, Ati Max Beauvoir est un intellectuel haïtien qui a été choisi par son grand-père. Il est chimiste d'abord, il a étudié en France, étudié aux États-Unis, il a passé un bon moment en Afrique et à son retour en Haïti, son grand-père lui a choisi pour qu'il puisse le remplacer alors qu'il ne connaissait pas grand-chose sur le vaudou. Il a eu à apprendre et il a eu à remodeler, à remettre les choses au point, à aider les Haïtiens à aller de l'avant dans la reconnaissance de leur spiritualité. Il a mis en place une spiritualité qui prend des bases sur un paradigme national. Il pensait que on pouvait partir de ce qu'ils sont pour aller de l'avant. Et quel est le niveau d'implantation de votre association, le Malakima Congo, actuellement en Haïti? Malakima Congo a été... Nous étions en Haïti en 2002, à l'école, au collège de l'Étoile. Nous avons fait le premier festival Malakima Congo, le 9 novembre, je pense bien, oui, le 9 novembre 2002. Et nous avons présenté, parmi ce que nous avons présenté, il y avait le festival, disons, une pièce de théâtre intitulée « De Congo à Congo ». Histoire de migration des peuples Congo de l'Égypte antique jusque dans les actuelles terres. Alors, ça avait tellement bouleversé les amis qui étaient là, parce que quand je suis allé en Haïti, je me suis dit aussi que je dois faire des recherches sur le vaudou haïtien. Donc les amis de Pétionville, Montagne-Noire, plus précisément Ougon, Élien, Isaac, le fils de Papa Loco, il a dit: nous avons cherché nos racines culturelles, notre histoire, jusque dans les bibliothèques souterraines de Miami. Or qu'il y a des gens qui connaissent notre histoire et qui peuvent nous l'expliquer, nous en parler tranquillement. Et ce jour-là, ils ont décidé de créer l'association, une antenne de l'association Malakima Congo. Dans ce sens que quand nous allons dans ces pays-là, nous essayons de nous associer avec des institutions culturelles qui existent, créer une branche de Malakima Congo qui va vivre sur le paradigme qui est le leur, sur les moyens culturels, sur les moyens, modes de vie, modes de compréhension qui est le leur. C'est comme ça un peu que nous travaillons. Et depuis 2002, nous avons fait beaucoup de choses. Quand notre ami de Haïti, Samba El, est devenu journaliste à Radio Planète Créole, nous avions presque une fois la semaine, on intervenait à la Radio Planète Créole pour donner beaucoup plus d'explications sur l'histoire du Congo, sur l'histoire, disons, la partie que nous connaissons sur l'Afrique. Voilà. Mais si je rappelle aux web téléspectateurs, tous ceux qui suivront cette vidéo, que je suis avec M. Masengo Mabongolo, il est originaire du Congo-Brazzaville, il vit en Italie, actuellement en France, à Paris. Il a fait un retour et il est reçu par AFCAD, l'Association pour les féminines de la culture des Africains de la diaspora. Et il nous parle de l'implantation de son association en Haïti. Et nous allons poursuivre pour lui demander, Monsieur Masengo, vous avez fait plusieurs voyages en Haïti. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Tous ces voyages avaient un objectif bien précis. Bon, il faut dire que dans mes voyages en Haïti, la première chose, c'est que Haïti m'a aidé à me comprendre moi-même, à connaître qui je suis, à connaître qui sont les Congos et à savoir qu'est-ce que les Congos ont fait dans l'histoire.
Haïti m'a aidé à comprendre que la majorité des mouvements de révolution, de libération qui se sont faits dans les Amériques ont eu pour groupe chef de file des Congos. Simplement parce que après la guerre de Mbouila au Congo, en 1665, la tête du roi a été décapitée. Il est enterré à la cathédrale Sainte Notre-Dame de Nazareth à Luanda. Et à partir de là, il y a eu des mouvements de résistance. Donc quand l'esclavage était fini, les gens véreux ont continué à aller prendre des gens en Afrique. C'est pourquoi on va se rendre compte qu'entre 1750 jusqu'à la fin de l'esclavage, quand on avait déjà déclaré, quand il y avait déjà l'extinction de cette logique de l'esclavage, mais les gens ont continué, surtout les Français, ont continué à aller prendre des gens. Ils ont créé des razzias qu'ils allaient prendre des gens. À l'île Marie-Galante, en Guadeloupe par exemple, sont arrivés près de 6000 Congos en 1750 et autres. Et vous voyez qu'au Brésil, il y avait 50 000 qui sont arrivés, et ainsi de suite. Donc, mes voyages m'ont permis de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup des groupes Congo. Vous allez les trouver au Brésil comme Nzambi, Zumba. Vous allez trouver... vous les retrouverez un peu partout, les Macandal et tous ces hommes-là. Donc, ça c'est sur le plan historique. Vous allez aussi vous rendre compte, dans les voyages que j'ai eu à faire, je me suis rendu compte que quand il y a eu des tourbillons, quand il y a eu les cyclones qui ont balayé Haïti, je suis allé donc en 2009, je me suis rendu compte que dans ces cyclones-là, les gens m'ont dit il y a eu l'aide humanitaire, mais l'aide était bloquée à Port-au-Prince, ce n'est pas arrivé à Makongo. Nous avons un village avec lequel nous collaborons en Haïti, c'est à Bellefontaine, dans la région de Bellefontaine, à Makongo, dans ces villages de montagne, parce qu'il faut près de 8 heures pour y arriver. Donc pas difficulté de transport. Pas de difficulté, parce que vous avez 2 heures par route, mais après 6 heures vous le ferez à pied. Vous allez dans les montagnes, impossible, là où les marrons se sont réfugiés. Donc je me suis rendu compte que dans ces zones-là, l'aide humanitaire n'était pas arrivée. Maintenant, quand il y a eu tremblement de terre, je suis allé sur le terrain, j'ai regardé qu'il y avait toutes les associations des continents, les Brésiliens étaient là, l'Europe était là, mais il n'y avait pas l'Afrique. Je suis allé, l'association africaine qui était là, c'était la nôtre. Malakima Congo, je suis allé, on a mené des médicaments, on est parti avec un médecin italien et tout ça, on est allé dans les montagnes, mais on n'a pas vu l'Afrique sur le terrain. En plus de ça, lors du bicentenaire de Haïti, nous étions présents aussi. Et lors du bicentenaire de Haïti, il y avait le président Thabo Mbeki qui était là avec un bateau de guerre où il y avait des hélicoptères, où il y avait des chars de guerre. C'est l'Afrique du Sud qui a assuré la sécurité du bicentenaire de Haïti, disons à Port-au-Prince, parce que de l'autre côté, il y avait la guerre, il y avait déjà le détachement de Rochambeau qui était déjà dans le nord, dans le Cap, qui était déjà là. Le détachement de Rochambeau, c'est celui-là qui est basé en Guyane. Et je me suis rendu compte qu'il y avait donc le président Thabo Mbeki, il y avait les gens du Black Caucus, il y avait aussi le roi d'Alada, mais tous les autres rois africains n'étaient pas présents. Depuis 2016, Haïti a accepté, Haïti a été reconnu comme pays africain, pays qui fait partie de l'unité africaine. Malheureusement, quand elle est de l'Union africaine, Haïti fait partie de l'Union africaine. Parce qu'elle a déposé sa demande en 2012 et en 2016, elle a été reconnue comme pays faisant partie de l'unité africaine.
Les Haïtiens peuvent aller au Bénin sans visa. Et tous les Africains peuvent aller en Haïti sans visa. Ok, je l'apprends, mais je voudrais revenir dessus pour vous demander pourquoi est-ce que vous regrettez vraiment le fait qu'il n'y ait pas d'institution ou de représentation culturelle africaine en Haïti lors du bicentenaire. Pourquoi vous le regrettez? Est-ce que les pays africains ont une obligation morale d'être en Haïti, ou bien y a-t-il des relations entre eux qui les obligent et qui les contraignent à être présents à leurs festivités, ou bien encore à certains événements qui regardent l'Haïti? Il faut dire que Haïti est un pays particulier. Particulier parce que ce sont les énergies africaines qui se sont retrouvées en Haïti et qui se sont exprimées, qui ont exprimé leur liberté, le besoin d'être libre. Quand je suis en Haïti, on me pose souvent la question de savoir, vous êtes africain? Parce que quand je vais là-bas, je ne reste pas dans les hôtels. Quand je vais là-bas, je vais dans les montagnes, dans les bas-fonds, là où les gens ne veulent pas aller. Et on me dit souvent, par exemple à Peigné en 2003, à Peigné, j'étais dans un taxi, un jeune homme m'a demandé, vous êtes africain? Il avait 18 ans. Vous êtes africain? J'ai dit oui. Alors que veut dire Mata Matawa? J'ai dit Mata Matawa, je ne sais pas. Le petit, il s'est fâché. Vous êtes africain, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire, Mata Matawa? J'ai dit mais jeune homme, mais l'Afrique est grande. L'Afrique, c'est pas comme Haïti. Au Congo seulement, nous avons près de 300 dialectes. En Afrique, il y a près de 3000, 7000 dialectes. Quand vous dites Matawa, ça veut dire en Congo, est-ce que vous entendez le grondement des armes? Mais il faut respecter la ponctuation. Mais quand vous dites Matawa, ça c'est pas Congo. Ça peut être autre chose. Mais quand vous dites Matawa, est-ce que vous entendez le crépitement des armes? Vous devez savoir aussi que les langues qui sont parlées dans ces îles, dans ces pays d'Afrique centrale, sont une composition de plusieurs langues à la fois. Donc, vous devez comprendre cela. Ok, donc ça, j'ai pu expliquer. Et le petit s'était calmé. Parce que dans sa famille, dans chacune des familles haïtiennes, chaque groupe, chaque famille a un mot qu'il a gardé pour l'Afrique, qu'il a gardé de l'Afrique. Et quand il se retrouve devant un Africain, il a envie d'avoir la réponse. Et moi, quand je n'arrive pas à donner la réponse précise, mais je me sens très mal. Je suis comme un médecin qui n'arrive pas à guérir, ou qui voit quelqu'un mourir parce qu'il n'a pas le médicament qu'il faut. Donc, pour régler le problème de Haïti, il faut que tous les Africains, il faut que Haïti, tous les rois de l'Afrique, c'est d'abord notre mission dans les années prochaines, c'est de convoquer une grande rencontre des rois africains en Haïti, et de telle façon qu'on puisse avoir une casa culturelle de l'Afrique, une maison culturelle d'Afrique, où quand un Haïtien, quelqu'un a besoin d'une explication sur sa culture, sur ses origines, sur son identité, il vient dans cette maison et on lui donne la réponse. Et en plus de ça, s'il vous plaît, nous savons que quand je vais en Haïti, on me dit souvent « Ah tiens, mais qu'est-ce que vous allez chercher là-bas tout le temps? Haïti, c'est le Bénin !» Mais non, monsieur. Mais non, monsieur. Les archives et tout le monde, et les Haïtiens disent que nous sommes une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Donc, pour que Haïti retrouve ses origines, pour que Haïti retrouve ses bases, il faut que chaque communauté africaine, chaque royaume puisse aller planter un piquet. Comme ça, nous aurons la stabilité de Haïti. Nous allons arrêter cette dérive de Haïti sur l'Atlantique pour que chacun
se reconnaissent. Pourquoi? Parce que les intelligences bougent. Les intelligences bougent. Si les Portugais, les Espagnols se reconnaissent grecs, d'origine de la Grèce antique et tout ça, pourquoi nous ne pourrons pas nous reconnaître des origines, tirer nos bases de ce que nos ancêtres ont fait en Haïti? Parce que dans la connaissance, après l'Égypte antique, il y a eu quand même le Zimbabwe, ou plus tard de l'autre côté là-bas, Tombouctou, mais après, ces intelligences-là sont mutées dans les Amériques et se sont focalisées en Haïti. Quand vous allez à la citadelle de la Ferrière, hein, quand vous allez au palais sans souci, vous allez vous dire, tiens, des gens en esclavage ont pu créer ça. Et ça doit reconforter la conscience, ça doit reconforter la morale, surtout de nos jeunes. Dans ce sens que si l'Égypte est trop lointaine, mais commençons par ce qui est proche. Dans le temps, commençons par Haïti. Et vous verrez qu'à partir de Haïti, les gens vont se retrouver, les gens vont retrouver leur dynamisme parce qu'il y a un concentré historique, il y a un concentré d'énergie de nos pays. Parce que Haïti, il faut le dire que dans la guerre de Haïti, Haïti a réussi à libérer les pays de la Grande Colombie. La Grande Colombie, c'est la Colombie, le Venezuela, l'Équateur et autres. Ça, c'est l'aide qui est venue de Haïti. Haïti a réussi à libérer les États-Unis. Ce sont ces 1500 soldats bien armés qui sont pénétrés par la Floride et qui ont arrêté l'arrivée des Anglais tout en bloquant les séparatistes, disons les esclavagistes du Sud, et c'est ça qui a donné de l'avantage à ceux du Nord. Haïti a aidé des pays comme la Grèce, parce que Haïti a donné du café, beaucoup de café, pour qu'ils puissent trouver des moyens, en le vendant, trouver des moyens et assurer leur liberté. Et je vais vous dire, s'il vous plaît, que quand Simon Bolivar est allé chercher de l'aide à Pétion, Pétion lui a donné tellement de choses qu'il était embêté. Il a dit, tiens, mais comment je veux faire pour rembourser tout cela? Simon Bolivar a dit, comment je vais faire pour rembourser tout ça? Il dit, non, le problème, c'est pas de rembourser. Le problème, c'est que partout où vous irez, si vous trouvez un homme, une communauté en esclavage, il faut les libérer. Et c'est ça la grande idée qu'on nous donne. Libérer les gens. Voilà. Vous suivez M. Massengo Mbongolo, un Africain passionné d'Haïti, comme un grand-père avec un grand amour de son neveu. Nous allons poursuivre, M. Massengo. Vous avez affirmé tout à l'heure que Haïti est une Afrique en miniature, en dérive sur l'Atlantique. Je voudrais que vous fassiez un concentré de réponses à cette question, même si vous en avez de part et d'autre en répondant aux premières questions, il y a des éléments de réponse. Il faut dire avant tout que c'est le premier mot, c'est la phrase que vous entendrez dans les bouches de tous les Haïtiens. Dès que vous arrivez en Haïti et que vous regardez cette population, comment elle se meut, vous vous rendrez compte que mais je suis en Afrique ici. C'est pas la même chose quand vous êtes dans d'autres pays. Mais quand vous arrivez de l'Amérique, mais quand vous êtes en Haïti, vous vous rendez compte que vous êtes en Afrique. Et eux-mêmes vous le disent, que nous sommes une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Mais le problème, c'est pas de s'arrêter là. Le problème, c'est de savoir que Haïti, qui veut dire terre de montagne, Haïti ne veut pas vivre dans les bas-fonds. Haïti veut être libre. Si dans les systèmes de domination, des systèmes des relations entre la France et ses ex-colonies, ce sont des relations privilégiées et personnalisées avec les chefs d'État et les chefs de groupe, et aujourd'hui, c'est ce qui a fait, on pensait que c'est né avec De Gaulle, mais on se rend compte que ces mêmes choses-là, on les retrouve dans les années 1800.
dans les années 1700. Quel est le lien entre Toussaint Louverture et Napoléon Bonaparte? Pourquoi dit-on que le roi est mort, vive le roi? Pourquoi, après la mort de Dessalines, pendant 46 ans, le mot de Dessalines et l'œuvre de Dessalines a été effacé? Que voulait Dessalines? Dessalines voulait que l'on puisse distribuer les terres à tout le monde, que chacun ait de la terre. Dessalines voulait effacer l'esclavage sur la terre. Et ça, c'est ce que les fils les métis n'ont pas voulu, ou bien les Africains qui étaient libres, qui avaient des lopins de terre, n'ont pas voulu. C'est pourquoi on a précipité sa mort. Entre Dessalines et Toussaint Louverture, Toussaint Louverture voulait faire de Haïti un département français comme la Guadeloupe ou la Martinique, la Guyane, mais Toussaint Louverture le voulait, mais Dessalines voulait de l'indépendance pure et simple. C'est pourquoi quand Toussaint allait négocier dans le bateau, les Dessalines et les autres ont dit, ben mon Dieu, de qui nous prend? Nous on a besoin de la liberté. Ils ont brûlé les villes. C'est de ça que vous voulez? Ils ont brûlé les villes. Et là, les Français ont compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Non, c'est pour dire que Haïti est une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Il faut que les Africains sachent que Haïti est leur fer de lance, au moins à partir du XVIIIe siècle. 19e siècle, c'est leur fer de lance. Oui, vous donnez des informations importantes, mais vous ne répondez pas exactement à la question, selon moi. Comment Haïti est Afrique? En quoi elle est en dérive? Haïti est l'Afrique parce que avant l'arrivée de Christophe Colomb, il y avait près de 3 millions d'Indiens qui vivaient sur cette terre-là, les Taïnos Arawaks. Quelques années après, il n'en restait plus que 60 000. Et aujourd'hui, quand vous allez en Haïti, c'est difficile de retrouver les Taïnos Arawaks. Et dans la structure, dans la composition de Haïti, ils ont accepté ce don que leur a donné les Indiens, les Taïnos Arawaks. Ils se sont appropriés. C'est pourquoi quand ils prennent l'indépendance en 1804, Toussaint, le père de l'indépendance, Dessalines, rebaptise le nom de Haïti qui veut dire terre haute. Les Haïtiens, ils ont épousé la logique des Taïnos. Ils ont épousé la conscience de Taïnos. Dans leur spiritualité, vous trouverez la dimension indienne là-dedans. C'est comme si les Indiens leur avaient dit, nous on s'en va, mais gardez ce pays-là. Ça c'est le 1. Quand vous voyez Haïti, il faut savoir que Haïti a battu la première armée du monde, la plus grande armée du monde. Les esclaves de Haïti ont battu la plus grande armée du monde. Quand vous voyez la population, elle est noire à 100%. Quand vous voyez leur spiritualité, quand vous voyez leur identité, quand vous voyez leurs manifestations, ce sont des manifestations africaines. Et ils réclament leur africanité. En plus de ça, quand le Congo a des problèmes, quand Lumumba prend son indépendance et qu'on se met à chasser les Belges qui s'en vont en masse, mais c'est Haïti qui envoie ses intellectuels, ses médecins, ses enseignants pour venir enseigner au Congo. Moi, j'ai été enseigné par des professeurs haïtiens. Monsieur Philippe Le Rebourg a travaillé au Congo. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont travaillé au Congo. Et quand ils organisent le bicentenaire de Haïti, Mandela s'est rendu compte qu'en 1904, il a été interdit à Haïti de festoyer son indépendance.
le centenaire de son indépendance. Et lors du bicentenaire, Mandela n'a pas hésité. Il a mouvementé les gens de Black Caucus et ailleurs et dit on a besoin de l'indépendance de Haïti. On a besoin de festoyer, de fêter les festivités de l'indépendance de Haïti. Ils ont envoyé tout un bateau de guerre. Je dis bien tout un bâtiment de guerre. Oui, il y avait des hélicos. Oui, il y avait des hélicos et le reste. Avant de retourner au bicentenaire, qui est vraiment très important, je voudrais que vous procédiez à expliquer pourquoi l'Haïti aussi est en dérive sur l'Atlantique. Pourquoi elle est en dérive? Mais simplement, elle est à la dérive sur l'Atlantique. Simplement parce que quand il y a eu, depuis qu'ils ont pris leur indépendance, la France a exigé que Haïti puisse payer 90 millions de francs or de cette époque, qui équivaut à 21 milliards 700 millions de dollars d'aujourd'hui, pour qu'on reconnaisse leur indépendance. Haïti a payé, pendant 25 ans, ils ont payé tout cela. Pour recouvrir leur indépendance. Oui, voilà. Et il faut savoir aussi que pendant tout ce temps, on ne fait qu'envoyer, il y a des invasions des Américains, invasions de ceci, on ne fait que leur mettre des bâtons dans les roues pour que Haïti n'avance pas. Il faut savoir aussi que quand il y a eu tremblement de terre, quand il y a eu le tsunami en Indonésie, le deuxième jour, les aides humanitaires sont arrivées de partout. Mais quand il y a eu tremblement de terre en Haïti, je suis arrivé 2 mois après, c'était le 12 janvier 2010. Moi, je suis arrivé le 10 mars 2010. J'étais avec un médecin, j'ai amené beaucoup de médicaments. Mais je ne pouvais pas donner des antibiotiques à quelqu'un sans qu'il ait mangé. J'ai cherché dans la ville où trouver du riz. C'était difficile. On n'a pas vu des pompiers arriver. Ce sont des militaires qu'on a envoyés. C'est du jamais vu. Haïti a besoin... Ainsi que lorsqu'il y a la calamité, ce sont les militaires qu'on envoie toujours pour exécuter les travaux. Parce qu'il peut y avoir des travaux dangereux de plusieurs natures. Je reprends. Quand il y a eu calamité en Indonésie avec un tsunami, le deuxième jour, les pompiers sont arrivés, les aides humanitaires sont arrivées, tout est arrivé. Mais 2 mois après le tremblement de terre en Haïti, je n'ai pas trouvé l'aide humanitaire sur le terrain. Le riz pourrissait au port. L'haricot pourrissait au port. Je n'ai pas trouvé ça sur le terrain, s'il vous plaît. Oui, mais c'est venu, donc ça pourrissait au port pour des problèmes de circulation, de voirie, d'accès à des localités qui sont éloignées, c'est pas ça? Ça pourrissait au port parce que le système qui gouvernait, le système qui gérait Haïti, voulait qu'il y ait beaucoup plus de morts. Parce que les gens sont restés, même 2 semaines après, on a soutiré des enfants sous les décombres. Ça veut dire que si on avait vite, si les pompiers étaient arrivés le plus tôt, on pouvait sauver beaucoup plus de gens. Quand tu es malade, quand tu étais dans des décombres, et quand tu ne manges pas bien, tu vas mourir. Il y a eu 350 000 morts. Il y a eu des aides qui ont été envoyées de partout dans le monde. Mais sur le terrain, les aides ne sont pas arrivées. J'étais là, je n'ai pas vu les aides. S'il vous plaît. Okay. Le cas d'Haïti, c'est un cas exceptionnel. Simplement parce que Haïti a voulu libérer le monde. Haïti a battu le concentré des armées du monde qui ont voulu maintenir, qui veulent maintenir les gens de l'esclavage. C'est comme ils se sont retrouvés pour aller détruire la Libye de Kadhafi. C'est la même chose qu'ils ont fait en Haïti. Malheureusement, ils n'ont pas réussi là. Et à partir de là, on leur a mis des bâtons dans les roues jusqu'à ce jour. Et je vous dis une chose, les gens se sont dit, mais quels sont ces esclaves qui, dès qu'ils mettent la main sur des casernes,
Ils prennent des armes et ils les manipulent comme des bouts de pain. On leur a dit, ah, ces hommes-là, ce sont les Congos. Simplement parce que dans le royaume Congo, je vous avais dit que déjà, il y avait des écoles, il y avait des armées, il y avait des trucs qui étaient assez développés. En 1518, le fils du roi Alfonso Ier Zinga-Vemba, il enseignait déjà le latin à Lisbonne. À partir de ce moment, il y avait les grandes armées. Donc, quand vous arrivez à tuer le roi en 1665, le 29 octobre, et que l'armée est en débandade, au lieu de les laisser dans leur forêt où ils sont cachés, vous envoyez des gens pour aller mettre la main dessus, et que ces armées-là se retrouvent dans des champs de canne à sucre ou bien de cap haïtien, ce sont des chefs militaires, ils se retrouvent, et s'ils arrivent à mettre la main sur une caserne, mais leurs instincts de militaires, leurs techniques militaires reviennent, ils vous font les makandas, on fait les makanda c'est les mavungu, les makanda, ils ont fait, ils ont coupé les têtes et brûlé les maisons, dans ce sens que Haïti, c'est l'Afrique. Haïti, c'est l'Afrique. Il faut que les Africains le connaissent et le comprennent. Et nous allons retourner maintenant au bicentenaire. Comme je vous l'avais dit récemment, il y a des noms qui ressortent comme Dessalines, comme Toussaint Louverture, comme d'autres noms. Je voudrais que vous expliquiez comment Haïti a pu accéder à l'indépendance il y a 200 ans. Mais c'était d'abord le 14 août. C'était d'abord, oui, le 14 août. Ils se sont retrouvés à Bois-Caïman, dans le Cap, dans le nord. Là-bas, il y avait un Africain libre, disons, un Jamaïcain libre qui s'appelait Boukman. Bouk, c'est les livres, donc quelqu'un qui connaissait les livres. Donc lui, il était aussi venu en Haïti et il avait commencé à haranguer les gens, mais déjà le système était prêt parce que les gens qui sont venus quand il y a eu la fin de l'esclavage et que les gens ne voulaient plus travailler dans les champs et que les Français sont allés ramasser des gens à gauche et à droite, ils sont partis faire des razzias en Afrique pour les amener, ce sont les Congos qui sont arrivés, c'était des groupes d'intellectuels, c'était des groupes de militaires qu'ils avaient mis en esclavage. Les Makandas ont continué à haranguer, à s'organiser. Et avec l'arrivée des gens comme Boukman, ce jour-là, ils ont le 14 août, ils ont organisé une grande assemblée. 14 août de quelle année? 1791. Ils ont organisé une grande assemblée à Bois, c'est la forêt. Bois, Caille, c'est la maison. Iman. Parce que, comment on l'appelait, Boukman était aussi associé à la religion islamique, qu'il pensait être plus propre que la religion chrétienne, même si après, l'esclavage islamique, c'est aussi une grande affaire. Donc je disais que Bois, Caille, c'est maison, Iman, donc ça donnait Bois-Caïman. Ils ont fait une assemblée, et à cette assemblée, il y a eu deux prières. Celle de Boukman faite en créole, et une autre, celle de Cécile Fatman. Cécile Fatman avait parlé en Congo, c'était une Congo, elle avait dit Mbuta, Bambuta, Ndoki Kwase, Mbumba, Mbumba c'est Dieu, Mbumba, Naba Foi, Naba Moyo, Bala, Bakula, Zengozola. Elle voulait dire que c'est des sorciers. Ces blancs-là, c'est des sorciers. On va les exécuter des grands jusqu'aux enfants à la mamelle. Parce que tant qu'ils vont rester ici, nous ne laisserons pas la vie sauve.
Donc c'est cette... après, ils ont tué, elle a tué le cochon, où tout le monde a fait un serment, ils ont goûté le sang du cochon en faisant le serment. Donc ils ont décidé que dans une semaine, on devait attaquer. Donc chacun s'est préparé en conséquence. Attaquer le blanc. Oui! Ils se sont préparés en conséquence. Et ce jour-là, tout a brûlé. Les plantations ont brûlé. Qui les brûlait? Mais ce sont les esclaves. Les guerriers. Ce sont les esclaves. Ils ont brûlé, 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 brûlé. Et la révolution a duré 13 ans. Et pendant ces 13 ans, Toussaint Louverture est rentré dans la danse. Toussaint Louverture est un jeune dont les parents étaient originaires du royaume d'Allada. Il a fait un grand travail. Il était lui-même cocher. Il savait lire et écrire. Il avait un maître assez exemplaire qui l'avait appris à lire et à écrire. Il était cocher. Et il était un nègre libre. Donc, il arrivait à négocier soit avec les Noirs, soit avec les Blancs. Il a fait son travail. Quand ça n'allait pas avec les Français, il était de l'autre côté chez les Espagnols, ainsi de suite. Et à la fin, en fait, il n'y avait pas seulement que lui, il avait tous les groupes indépendantistes, les grands foyers des Congo qui brûlaient, qui manifestaient, ainsi de suite. Jusqu'à la guerre, jusqu'à la journée du 18 novembre 1883, du 28 novembre 1883, avec la guerre de la Vertière. La guerre de la Vertière, il y avait sans souci un Congo sans souci qui avait pris en otage l'armée de Rochambeau. L'armée de Rochambeau, ce jour-là, il y avait près de 400 soldats qui étaient du côté français qui étaient morts, dont les grands généraux qui ont fait la guerre de l'Égypte, qui ont même leur nom ici en France, là, bon. Donc c'est pour dire que, après la guerre du 28 novembre, quand ils ont battu à plate couture l'armée de Napoléon Bonaparte, Dessalines a dit, vous avez une semaine ou quelques jours, vous avez quelques jours pour plier bagages et repartir. C'est ce qui a été fait. Qui devrait partir? Les Français. Les Français. L'armée des Français. Donc, ils étaient battus à plate couture. Il y avait même quelqu'un, Capois-la-Mort. Capois-la-Mort, c'était un général, lui aussi. Donc, il allait au front. Une balle a traversé le casque, mais il continuait à partir. On a fauché son cheval. Il disait aux autres, on ne s'arrête pas, on doit continuer. C'est ce qui a été fait. À la fin, le général français, il a dit, bon, on va s'arrêter, mais en guise de reconnaissance de ce général haïtien, il dit, prenez votre cheval a été tué, mais prenez, il leur a offert un autre cheval, ainsi de suite. Non, c'était pour dire que, après la guerre de la Vertière, dont on ne parle pas dans les annales de l'histoire de France, après la guerre de la Vertière, le 1er janvier 1804, Dessalines a proclamé l'indépendance de Haïti. Disons qu'à partir d'aujourd'hui, on va lutter pour enlever sur la terre tout instinct d'esclavage, d'effacer l'idée seulement d'esclavage sur la terre. Voilà un peu l'idée centrale de... L'indépendance, c'était le 1er janvier 1804. Je vous remercie, M. Massengo Bongolo. Comme je le disais au début, M. Massengo est africain du Congo-Brazzaville. Il a eu une passion folle à travers ce que vous-même vous venez de le constater, ses explications, comment il connaît l'histoire d'Haïti. Je voudrais lui demander de me faire une confidence.
M. Massengo, pour me faire cette confidence. Avez-vous un professeur haïtien ou bien c'est ce que vous venez de raconter font partie de vos recherches personnelles? Ben, il faut dire que tout est parti de mon grand-père qui avait dit qu'on devait dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. J'ai continué en Haïti et là-bas, dans tout ce que je vois, les arbres me parlent, les hommes me parlent, les montagnes me parlent, et c'est tout cela qui font mon enseignement, qui sont le concentré de mon enseignement. Et j'essaie un peu de le mettre en contact avec l'histoire du Congo. Et ça me permet, parce que si vous ne connaissez pas l'histoire du Congo, ça serait difficile d'expliquer beaucoup de choses liées à l'histoire de Haïti. Et même depuis que les Africains, depuis que les Congos ont mené les guerres de Haïti, vous allez vous rendre compte que en terre Congo, au Congo, tout le monde peut prendre le pouvoir, sauf les Congos. Je ne sais pas qui détient le secret, mais si en Haïti, on interdit aux Congos d'avoir le pouvoir, de gérer leur pays, il est aussi interdit au Congo de gérer leur terre. Alors je me dis, il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble pour aller de l'avant, parce que la vérité doit triompher. Nous parvenons à la fin de cette interview, M. Massengo. Si vous avez un dernier message à l'endroit du peuple haïtien que vous aimez tant, et des Africains en général, et de tout ce que vous aimez. Le message, ce n'est pas le mien, le message c'est celui de Ati Max Beauvois. J'ai oublié de dire que Ati, qui veut dire le grand baobab, qui donne de l'ombre à tous les autres. Ati, c'est le grand arbre. En langue wébé au Bénin. Mais au Congo, on dit Mouti, Wunti, pour dire le grand arbre. Donc, Ati Max Beauvois a voulu dire que l'Afrique prétend main forte à Haïti. Essayons de nous associer avec le royaume d'Alada et tous les autres pour qu'on apporte à Haïti ce qui lui fait défaut. Parce que c'était le souci d'indépendance qui était celui de Dessalines et des autres. Mais cette indépendance ne sera pleine qu'avec l'aide de toute l'Afrique, pour que Haïti cesse d'être une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Il faut qu'on le sache, que Haïti, c'est notre fer de lance, c'est le fer de lance de l'Afrique. C'est en nous mettant ensemble qu'on pourra aller de l'avant. Haïti a besoin de nous, comme nous avons besoin de Haïti. Et c'est ensemble. Il ne faut pas qu'on laisse Alada tout seul. Il ne faut pas que Alada continue à aller tout seul. C'est tous les royaumes africains qui doivent se mettre ensemble pour essayer de donner à Haïti les bases élémentaires de sa culture. Ce qui est vrai pour Haïti, l'est aussi pour toutes les populations, toutes les communautés africaines qui sont installées d'une manière ou de l'autre dans les Amériques. S'il vous plaît, nous attendons pour les années qui suivent la mise en place de cette Casa de l'Afrique en Haïti, où tous les royaumes africains vont se retrouver pour donner de l'eau au moulin de la culture haïtienne. Je vous remercie. Merci, M. Massengo Bongolo, président fondateur de Malakima Congo. Alors, à travers ce message, vous retenez très bien que M. Massengo lance un appel aux Africains afin que soit construite une maison de culture de référence en Haïti où les Haïtiens issus originairement de l'Afrique, surtout en grand pourcentage du Congo et puis du Bénin, etc., viendront s'abreuver culturellement. Je vous remercie, c'était Roger Donaquette de l'Association pour le film et la culture des Africains de la diaspora. Merci de votre attention.